Il est au cœur des prises de décision de l'Union européenne et tient de plus en plus le rôle de médiateur entre les anti-unions et les États membres, à l'heure où l'UE traverse la période test la plus importante de son histoire récente. Je suis en compagnie du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Merci beaucoup d'avoir rejoint The Global Conversation. Vous êtes ici en Allemagne pour recevoir le prix Charlemagne. Il s'agit d'un prix prestigieux attribué aux personnes engagées en faveur de l'unification européenne. C'est un peu ironique, n'est-ce pas, que vous le receviez au moment même où l'Europe semble se déchirer. Vous êtes l'un des 3 chefs de l'UE. Quel est selon vous votre degré de responsabilité quant à la situation actuelle ? Dans l'Union européenne elle-même, les choses vont bien dans la mesure où la paix est préservée. Nous avons des problèmes à nos frontières, ce qui est autre chose, mais pas dans l'Union européenne. L'Union européenne est d'ailleurs le plus grand projet de paix qui n'ait jamais existé. Concernant le prix Charlemagne que je reçois dans une période de turbulence marquée par l'euro-hostilité, l'euroscepticisme, etc., je veux répondre qu'il ne faut pas oublier que même après les élections européennes, 70% des parlementaires restent affiliés à des partis politiques favorables au projet européen. Ce qui signifie que plus de 25% d'entre eux sont maintenant contre ce projet, ce qui n'est jusque-là jamais arrivé dans l'histoire de l'Union européenne. Non, mais il faut garder le sens des proportions et il y a encore une écrasante majorité de parlementaires qui sont en faveur du projet européen. Et vous avez raison, la minorité des anti-européens n'a jamais été aussi grande, mais il ne s'agit pas d'un groupe homogène. Il y a des personnes qui viennent de la gauche, de l'extrême gauche, de la droite et de l'extrême droite. Compte tenu de leur dynamique au cours des dernières années, ne craignez-vous pas qu'ils forment un groupe cohérent ? Nous avons vu que Marine Le Pen, la chef du Front National en France, tente de former un groupe au Parlement. Oui, mais pas avec la gauche. Même s'ils essaient de trouver un groupe avec les mêmes aspirations. Mais le populisme était déjà présent bien avant la crise financière, bien avant la crise de la zone euro. Je vais vous donner un exemple. Vous avez mentionné Madame Le Pen. Il y a 10 ans, son père arrivait en 2e position de l'élection présidentielle en France, juste après le président sortant Jacques Chirac. Et à cette époque, cela n'avait rien à voir avec l'Europe ou la crise de la zone euro. Pourtant, 19% des électeurs français avaient voté pour l'extrême droite. Le populisme fait partie de la vie politique. Bien sûr, il s'est accentué avec la crise de la zone euro et la crise économique. Et je ne le sous-estime pas, mais je le replace dans le bon contexte. Avez-vous fait des erreurs au cours de votre mandat ? Bien sûr. Lesquelles ? Toute personne qui prend ses responsabilités commet des erreurs. Certes, des erreurs ont été commises au niveau de l'Union et au niveau des États membres. Au niveau du Conseil européen, qu'auriez-vous pu faire différemment ? Je ne vais pas énumérer ici mes erreurs, nos adversaires le font. Abordez les principales. Disons qu'en général, nous devons tomber d'accord avec 18 pays pour la zone euro, 28 pour l'Union, et que souvent nous avons agi un peu trop tard. Comme certains disent, nous avons parfois agi trop peu et trop tard. Mais quel est le résultat ? Le résultat, c'est que nous avons supprimé la menace qui pesait sur l'existence de l'euro et de l'eurozone. La menace existentielle contre l'euro a-t-elle vraiment disparu quand on voit des leaders comme Marine Le Pen qui veulent se débarrasser de l'euro ? Les marchés financiers ont été la plus grande menace. Ils étaient convaincus 1 an et demi plus tôt que l'euro s'effondrerait. Les discussions tournaient plutôt sur le moment où l'euro s'écroulerait. Mais qu'il s'effondre, c'était sûr. Donc ce débat dans les médias internationaux et sur les marchés internationaux est complètement dépassé, même dans des pays comme la France ou la Grèce, où une grande majorité de personnes veut rester dans l'Union et appartenir à l'euro.
Nous avons demandé à nos téléspectateurs sur Internet de vous poser leurs questions. En voici une postée par Super James Bond. Il voudrait savoir si vous, Herman Van Rompuy, comprenez que les peuples de l'Union en ont assez de cette Europe que vous défendez et de la destruction de pays par l'Union. Je ne sous-estime pas ce qui s'est passé lors des élections européennes, mais aussi lors des élections nationales et les messages forts concernant l'Europe. Mais l'erreur qu'on ne peut pas faire est celle liée au peuple. Faire comme si tout le monde pensait la même chose, c'est absolument faux. Quand on va plus loin et qu'on questionne davantage les gens, on s'aperçoit qu'une très grande majorité veut rester dans l'Union et dans la zone euro. Pratiquement personne ne veut revenir à la situation d'avant 1958. Personne. Mais les gens ont voté pour des partis qui veulent que leur pays sorte de l'Union. Assimilez-vous cela à un vote de protestation? Non, mais ce n'est pas la majorité des gens. Ne confondez pas les partis. Des petits partis et des partis plus grands qui représentent une majorité de la population. Comment le Parlement, comment les institutions de l'UE travaillent-elles avec un groupe qui s'oppose à l'Union elle-même? Nous avons vu que Nigel Farage, le chef du UKIP britannique, a dit que le caractère inévitable de l'intégration avait disparu avec les élections européennes. UKIP et les autres partis ne sont pas majoritaires au Parlement, pas du tout. Alors le Parlement, les institutions de l'UE peuvent fonctionner quoi qu'ils puissent penser. Mais n'y a-t-il pas une contradiction dans ce que vous dites? Car d'une part, vous dites « nous allons écouter les gens » et d'autre part, vous assurez que tout va continuer à fonctionner de la même façon. Non, nous devons écouter le message des électeurs, à savoir qu'il y a un désenchantement à l'égard du fonctionnement des institutions de l'Union européenne. Il y a un malaise car l'Europe est aussi liée au chômage, à la crise, etc. Et nous devons apporter des réponses à cela via des politiques qui font la promotion de la croissance économique, qui créent des emplois. Et nous sommes sur la bonne voie. C'est le message que j'ai reçu. Le message des extrémistes, lui, ne sert à rien du tout. Diriez-vous que Nigel Farage est un extrémiste? Oui, quand votre projet est de quitter l'Union européenne, n'est-ce pas de l'extrémisme? Est-ce que plus d'intégration est donc inévitable? Plus d'intégration dans la zone euro est inévitable parce que si nous avons une monnaie commune, nous avons besoin de davantage de politiques communes. Et je ne dis pas cela parce que je suis un fondamentaliste européen, mais parce que c'est la conséquence logique du choix que nous avons fait il y a plusieurs années avec le traité de Maastricht et le lancement de l'euro. Lorsque vous avez une monnaie commune, vous devez avoir des politiques communes. La volonté du peuple est d'avoir de l'emploi et un bon niveau de vie. Et sans une union économique et monétaire durable, et sans une zone euro plus intégrée, nous ne pouvons pas avoir la prospérité et l'emploi. Justement, vous aviez parlé de l'emploi quand vous êtes entré en fonction. Vous aviez dit que la baisse du chômage, la lutte contre le chômage était votre priorité. Or, nous voyons actuellement qu'il y a environ 25 millions de chômeurs dans l'UE des 28. Reconnaissez-vous avoir échoué? Il y avait un problème de chômage structurel en Europe, et en particulier dans la zone euro bien avant la crise. Nous ne nous sommes pas attaqués à ce problème à ce moment-là. Il y avait donc une défaillance. Reconnaissez-vous que l'UE n'a pas... C'était déjà un échec à ce moment-là. C'était un échec et je ne vais pas discuter des responsabilités de chacun. Disons que c'était à l'époque une responsabilité collective, une responsabilité conjointe des pays, des États-nations et des institutions de l'Union européenne. Reste que, lorsqu'il y a eu la crise de l'euro et de la zone euro, ça a été un choc. Lorsque j'ai pris mes fonctions, je n'aurais jamais pu prévoir que, quelques mois plus tard, nous serions dans la plus grosse crise traversée par l'Union européenne depuis sa création.
Et nous avons surmonté cette crise avec beaucoup de travail réalisé au niveau des États membres. Vous pouvez affirmer avoir surmonté la crise? Nous avons surmonté la menace qui pesait sur l'existence même de la zone euro, c'est clair. Nous avons surmonté la crise quand on voit le prix social à payer, qu'on regarde le chômage en Grèce et la soi-disant génération perdue? Non, non, vous ne pouvez pas caricaturer mes propos quand je dis que nous avons surmonté la menace existentielle contre l'euro. Je n'ai jamais dit que nous avions surmonté la crise de l'emploi et la crise économique. Mais nous devons aussi garder à l'esprit les récents développements. En 2013, nous avons renoué pour la toute première fois avec une croissance économique positive, même en Grèce. Sommes-nous là où nous devrions être? Non, pas du tout. 2015 sera une année encore meilleure. De manière générale, dans l'Union économique, nous aurons une augmentation de la croissance de 2%. Ce qui n'est pas assez pour vraiment faire une différence. C'est trop lent, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Et ainsi, nous sortons progressivement de la crise. Mais nous devons faire plus. Nous devons faire davantage pour que la croissance et les perspectives soient meilleures. Et c'est ce à quoi nous réfléchissons actuellement au Conseil européen. Et je suis certain que la nouvelle Commission européenne et le nouveau Parlement feront de même, car ce sont les grandes priorités et les grands défis pour les années à venir. De manière très simple, les plus grands défis restent la croissance et l'emploi. Nous avons beaucoup de choses à évoquer. Je voudrais parler de Pietro De Matteis. Revenant sur les élections européennes, il a demandé, le président Herman Van Rompuy va-t-il soutenir le choix fait par les Européens concernant le prochain président de la Commission européenne? Il parlait évidemment de Jean-Claude Juncker, qui est le leader du groupe centre-droit au Parlement. Le Conseil européen m'a confié une mission. Une mission en pleine conformité avec les traités européens, et nous devons respecter les traités. Les traités sont flous. Vous en aviez parlé avant. Est-ce que Jean-Claude Juncker... Non. Nous devons respecter les traités, tout comme les députés nationaux doivent respecter leur constitution. Que disent les traités? Ils disent que c'est le Conseil européen qui propose un candidat à la présidence de la Commission européenne. Pour faire cette proposition, nous avons besoin de la majorité qualifiée au Conseil. Et le candidat désigné par le Conseil nécessite, lui, d'une majorité de 370, 375 voix. Nous respectons cette procédure. Mais vous aviez parlé de cela avant. Vous aviez dit que vous ne soutiendriez pas l'idée d'un candidat favori. Mais maintenant, j'ai un mandat officiel, une mission officielle. Nous sommes dans une situation nouvelle. Je vais donc être très discret dans les prochaines semaines et ne rien dire qui puisse compliquer une situation déjà bien confuse. Si on lit entre les lignes de ce que vous dites, on peut s'attendre à un affrontement entre le Conseil européen et le Parlement. Vous avez mal lu entre les lignes. Je l'ai dit en public avant et je le répète maintenant, je ferai tout mon possible pour éviter un choc des institutions. Ce sera également un problème si Jean-Claude Juncker ou peut-être Martin Schulz, s'ils forment une majorité, ne deviennent pas les futurs présidents de la Commission européenne. Parce que les citoyens ont voté pour eux. Les citoyens sont allés voter sachant que leur vote compte. Et la campagne a eu lieu sous la bannière « Cette fois, c'est différent ». Ils ont pensé voter pour ces personnes-là. Cela va porter un coup à la démocratie. Je ne suis pas d'accord avec votre évaluation et votre estimation, mais encore une fois, je ne ferai aucun commentaire, car cela risque de compliquer davantage les choses. Ok, passons à d'autres questions alors, puisque clairement sur ce sujet-là, nous n'irons pas plus loin. Vous avez été très actif en Ukraine pour tenter de résoudre la crise. L'unité du pays est mise à rude épreuve. L'Ukraine est très divisée. Le président Petro Poroshenko a récemment été élu. Pensez-vous qu'il aura la capacité de réunifier l'Ukraine? Il y a beaucoup d'instabilité dans le pays, car il est déstabilisé depuis l'extérieur.
Je pense que le président, nouvellement élu, a un mandat fort émanant de la population, même si dans certaines zones, il n'a pas été possible pour certains de voter, puisqu'on les en a empêchés. Ce nouveau mandat peut être un tournant dans la crise. Il y a également des signes, certes trop timides, d'une certaine ouverture de la partie russe. De notre côté, du côté européen, et s'il y a lieu du côté du président nouvellement élu, nous voulons une solution diplomatique à la crise, pas de solution militaire. Alors dans ce cas-là, seriez-vous prêt, si notamment la Russie ne respectait pas ses engagements, seriez-vous prêt à relever la barre des sanctions contre la Russie? Notre premier objectif est le dialogue et les négociations. Les sanctions ne sont pas une fin en soi, pas un but en soi. Elles sont, disons, une sorte de pression opérée sur les autres pour trouver une solution négociée s'il n'y a pas suffisamment de bonne volonté. Et nous avons déjà pris des sanctions. Seriez-vous prêt à les renforcer, oui ou non? Non, je veux juste rappeler ce que nous avons déjà fait. Nous avons dit lors du dernier Conseil européen que la Commission continuerait de préparer des sanctions supplémentaires. Et suivant comment les choses évoluent, nous pourrons les prendre. La priorité reste actuellement de donner une chance aux négociations. Mais si la déstabilisation continue, alors nous passerons à une autre étape. Votre mandat arrive à son terme, il se terminera fin novembre. Si vous deviez vous attribuer une note entre 1 et 10, vous avez été le premier président permanent au Conseil européen. Je viens de recevoir le prix Charlemagne pour ma contribution à l'intégration européenne. Ce serait donc un peu ridicule de me juger moi-même. Mais je prends en compte cette attribution. J'en suis très honoré. Je sais également que nous sommes parvenus à stabiliser la zone euro et à sauver l'euro. Ce fut donc un travail collectif et j'en suis très fier. Voici une autre question postée sur Facebook par Daniel Yount. Il demande quelle passion vous anime le plus concernant l'Union européenne et de quelle façon vous cherchez à la réaliser. Il ne nous reste plus beaucoup de temps maintenant, mais si vous aviez un but, un objectif, quel serait-il? L'objectif le plus simple qui soit serait d'éliminer ce sentiment que l'Europe est une menace. Nous devons travailler à différents niveaux, dans des directions différentes et des domaines différents, pour créer ce sentiment que l'Europe est une protection et non pas une menace. Ce sentiment est faux, mais il existe. Ce sera la principale tâche de mon successeur. Faire en sorte que l'Europe soit considérée non pas comme un problème, mais comme une solution. Resterez-vous sur la scène politique? Non, j'aurai 67 ans fin octobre. Il est temps pour moi de me retirer. Vous êtes l'auteur de 2 recueils de haïkus. Oui. Vous décrivez cela comme quelque chose qui vous permet de traverser les moments difficiles. Le haïku, cette forme poétique d'origine japonaise, est-il d'un grand réconfort pour vous? Oui, assurément, mais le haïku correspond au monde harmonieux auquel j'aspire. Le haïku est aussi en lien avec les saisons, avec le cycle de la vie, ce qui vous apporte un sentiment de réconfort, d'harmonie. C'est plus un plaisir qu'une consolation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans The Global Conversation. Thank you.